Bonjour Bruno Jambard. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Institut Opinionway. Elisabeth Borne, sa nomination finalement, c'est une surprise qu'il n'y ait pas eu vraiment de surprise? Oui, d'un certain point de vue, c'était la première ministre attendue depuis la réélection d'Emmanuel Macron, celle qui était souvent le plus citée. On a eu quand même beaucoup d'attentes. Et donc l'interrogation, c'est de savoir s'il y a eu beaucoup d'attentes parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations finalement. Est-ce qu'elle était voulue ou est-ce qu'elle était un peu calculée? Ou est-ce qu'elle est plutôt calculée effectivement compte tenu du calendrier électoral et de vouloir être un peu au plus près aussi des élections à venir et du premier tour des législatives le 12 juin. Oui, la volonté d'Emmanuel Macron, on le sait, c'est plutôt de raccourcir le temps de la campagne des législatives. Oui, probablement que ça a été une des raisons de ce choix. Après, il y a aussi d'autres considérations, notamment internationales, qui ont pu jouer sur le calendrier. Mais c'est vrai que ce n'est pas une surprise. Et Emmanuel Macron avait plutôt eu tendance à chercher la surprise jusque-là. Ce n'est pas le cas, en tout cas, pour sa première ministre. Est-ce qu'on donne trop d'importance à la fronde, ou en tout cas à l'opposition qui s'est manifestée sur le nom de Catherine Vautrin à l'intérieur de l'exécutif et de la majorité? Écoutez, moi j'ai un doute sur la réelle possibilité de cette nomination, parce que quand on voit Donc c'était un leurre? Disons que quand on voit que c'est Elisabeth Borne qui était annoncée depuis plusieurs semaines, qui semblait s'y préparer aussi d'un certain point de vue, on a du mal à imaginer qu'il y a eu un changement de dernière minute. L'hypothèse Vautrin vous paraît plutôt... Non, je pense que c'est plutôt un leurre effectivement et que c'était l'hypothèse assez privilégiée, d'autant qu'Emmanuel Macron, je rappelle, il y a à peu près une semaine, nous a dit qu'il savait qu'il allait nommer à Matignon. Donc, voir ce nom surgir était un peu... oui. Un peu, en tout cas, décalé par rapport à ce qu'il a dit. Les Français vont être attentifs à la composition du gouvernement, aux personnalités s'il y en a d'imprévues, ou plutôt aux réformes à venir? Je pense que c'est plutôt les réformes à venir et les premières annonces qui vont être importantes. Les personnalités, on les connaît en partie. Il y aura peut-être quelques surprises et dans ce cas-là, ce sera intéressant de les noter. Qu'est-ce qui crée la surprise? C'est quand il y a quelqu'un dont le nom n'est pas du tout connu des Français et qui surgit comme ministre? C'est des périmètres, enfin les Français ils regardent quoi finalement? Je dirais qu'à court terme, la plus grande surprise, c'est souvent une personnalité connue en dehors du champ politique. Ouais. Type Dupond-Moretti à la justice. Voilà, exactement. Donc si on a une personnalité de ce type, et puis après il peut y avoir un transfuge, c'est-à-dire quelqu'un qui était très marqué à gauche ou à droite, qui n'était pas considéré comme un macroniste jusque-là et qui rejoint la majorité et qui prend un ministère important. Ça peut être le deuxième autre type de surprise. Mais cet effet nouveauté, il s'estompe assez vite, généralement? Oui, il s'estompe vite et ce que les gens vont regarder, c'est plutôt les mesures. Parce que dans le fond, tout le monde a bien compris aussi qu'on était dans un premier gouvernement qui avait vocation à évoluer, même si Emmanuel Macron obtient la majorité à l'Assemblée le 19 juin. Alors justement, les législatives, il n'y a pas eu d'état de grâce pour Emmanuel Macron, en tout cas, il n'y aura pas de répit non plus pour Elisabeth Borne. Est-ce qu'il y aura un effet sur la gauche? Est-ce qu'une partie de cette gauche qui n'est peut-être pas convaincue par la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon peut se reporter sur la majorité? Alors moi, je suis assez sceptique sur l'effet. Il a nommé une première ministre qui vient de la gauche. Je pense que dans l'opinion publique, Elisabeth Borne n'a pas de passé politique. Elle est macroniste en fait. Elle est connue. Jamais élue. Voilà, elle est connue uniquement depuis qu'elle est pas ministre. ces passages dans des cabinets ministériels de gauche et chez Lionel Jospin notamment que ça marque. C'est pas ça qui marque. Non, ça c'est inconnu du grand public et des électeurs. Donc je ne crois pas que ce soit forcément ceux-là qui puissent donner ce signal. En revanche, peut-être que les premières annonces, les premières mesures, les premières prises de parole de la Première ministre vont donner un signal vers la gauche, vers les électeurs de centre-gauche, qui effectivement peuvent donc des mesures plutôt à attendre pouvoir d'achat, soutien continuation des dispositifs d'aide, notamment sur les carburants et tout ça. C'est ça à ça qu'il faut s'attendre? Oui, je pense qu'on peut s'attendre plutôt à ça. D'abord parce que ce n'est pas le moment politiquement de débrancher ce type de mesures. Aussi parce que c'est une attente très forte dans l'opinion publique actuellement. Et puis parce que... Le pouvoir d'achat, ça reste la préoccupation majeure? Ça reste encore la préoccupation majeure. Toujours placé en tête dans vos... Oui. Toujours en tête, de manière absolument massive. C'est un phénomène qui va être d'ailleurs compliqué à gérer parce que combien de temps ça va durer cette préoccupation pouvoir d'achat? On ne le sait pas et plus ça dure, plus c'est difficile à gérer. Et puis c'est aussi des mesures qui n'ont pas besoin... C'est inédit dans le...
Alors non, le pouvoir d'achat a déjà, par exemple en 2007, c'était la première priorité des Français lors de l'élection de Nicolas Sarkozy. Mais il n'y avait pas un tel écart entre cette première priorité et les autres. Là, quand on a fini la campagne présidentielle, il y avait plus de 15 points d'écart entre le pouvoir d'achat et la seconde priorité qui était la protection sociale. Donc ça, c'est ça qui est vraiment frappant et vraiment, je dirais, la marque de la période et du moment. Donc ça va être, voilà, probablement ça. Et puis parce qu'aussi, ce sont des mesures qui ne nécessitent pas de loi, hein, puisqu'il n'y a pas de possibilité de faire voter des lois en ce moment. Alors, on l'a dit, Elisabeth Borne va affronter l'opposition, celle de Jean-Luc Mélenchon, premier chef, mais aussi celle de sa propre majorité. C'est plus difficile. Dans un second quinquennat, il y a moins de députés Godillot. Alors, c'est normalement plus difficile avec un parti traditionnel. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle va être finalement la couleur des élus La République En Marche dans cette nouvelle Assemblée. Tout va dépendre des rapports de force entre les différentes formations de la majorité. Est-ce que La République En Marche a la majorité rien qu'avec ses membres, ou est-ce qu'elle a besoin aussi de ses alliés, Horizon, Modem? Voilà, c'est les rapports de force de ce type. Au sein de La République En Marche, on voit des tensions qui s'exercent, qui s'expriment peut-être plus qu'effectivement de personnalités qui osent. Alors que dans les débuts après 2017, c'était beaucoup plus calme. Oui, j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être les plus frondeurs, entre guillemets, parce qu'on est très loin des frondeurs de François Hollande, sont pas forcément réinvestis ou reconduits ou ne repartent pas forcément au combat. Il y a aussi de la déception chez une partie des députés. Donc c'est aussi ça qui va compter. Il y a quand même beaucoup de nouvelles têtes au sein même de la majorité. Il y a un renouvellement qui peut aussi permettre ça. C'est vrai que les seconds mandats, c'est plus compliqué parce que le président, de toute façon, n'a pas vocation à se représenter et donc il y a une forme de perte d'autorité de succession qui commence à se préparer. Et pour Elisabeth Borne, vous l'avez souligné, pas élue jusqu'à présent, elle se présente dans le Calvados, tombée dans le chaudron de l'Assemblée nationale sans avoir ses faits d'armes personnelles à présenter. Alors je pense que d'abord elle a l'expérience de ses ministères qui lui ont permis de côtoyer l'Assemblée nationale pendant 5 ans et ça n'est pas rien. Deuxièmement, je pense que les majorités et les députés sont plus jeunes, plus nouveaux en politique depuis 2017 et donc il n'y a peut-être pas autant les jeux politiques auparavant, donc c'est peut-être plus simple. Mais l'opposition et celle notamment de la coalition de gauche va s'exprimer. Ce sera probablement sa principale difficulté, c'est-à-dire qu'elle aura plus d'opposition forte que ne l'avaient ses prédécesseurs, puisque l'opposition était très éclatée lors du précédent mandat et elle était principalement du côté des Républicains. Sur l'Ukraine, Emmanuel Macron montre toujours une très forte implication. Il a eu encore au téléphone Volodymyr Zelensky hier. Il soutient l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Enfin, comment c'est perçu aujourd'hui? Parce qu'il y a eu l'effet chef de guerre, aujourd'hui, les Français disent quoi Alors, ils regardent ça avec inquiétude, toujours. Quand la guerre a démarré le 24 février, très vite, l'Ukraine s'est installée comme un des enjeux de la campagne. Et en même temps, très vite, il a disparu. C'est-à-dire qu'on est passé de plus de 35% des Français qui nous disaient début mars que c'était une motivation de vote importante pour eux, à moins de 20% à la veille du premier tour. Et c'est encore pire maintenant. Donc c'est plutôt un sujet qui a disparu. Et je dirais que globalement, dans toutes les enquêtes qu'on fait, les gens sont plutôt satisfaits de la position et de l'action du chef de l'État sur ce sujet. Mais le sujet est devenu beaucoup moins important. C'est plus les conséquences du sujet finalement qui pèsent, et notamment l'impact sur la question du pouvoir d'achat, du prix de l'énergie, qui fait que la guerre en Ukraine reste, je dirais, quelque chose qui a un rôle important dans la vie politique française. L'affaire du Burkini à Grenoble, là aussi, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence d'un point de vue? Alors, d'abord, le souhait des Français sur cette... Alors, il y a différentes opinions. Il y a ceux qui disent oui, la liberté, non, c'est une atteinte à la laïcité, au vivre ensemble. Qu'est-ce qui ressort de vos enquêtes là-dessus? Globalement, les Français sont plutôt contre ce type de mesures. Ils sont entre les 2 tiers et les 3 quarts. Les 2 tiers, généralement, sont opposés. Voilà, opposés. Et donc, le fait que c'est été retenu et voté à Grenoble? Alors là, je crois que la vraie question, c'est l'impact que ça aura sur la coalition de gauche. Il y a quand même des tensions
Qui à la se sont fois dans la exprimés, coalition de gauche, on l'a vu dans la majorité d'Éric Piolle, oui. mais surtout des tensions au sein des électeurs de gauche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont quand même un peu réticents vis-à-vis de cette alliance, derrière la force la plus radicale, qui est la France insoumise. Et donc, est-ce que ce choix de mettre ce sujet à 4 semaines du premier tour sur la table va avoir des conséquences justement sur la capacité notamment des électeurs de centre-gauche à voter pour cette coalition? C'est un vrai sujet et on le verra aussi à travers le poids que recueilleront ce qu'on appelle les divers gauches au moment des législatives. Ce sera très intéressant de noter leur score. Est-ce qu'il sera anormalement haut par rapport à d'habitude ou est-ce qu'on aura le phénomène classique d'avoir un peu de dispersion comme on l'a toujours? Donc peut-être une traduction dans les urnes. Merci Bruno Jambard. Merci à vous.